Tout d'abord, je voudrais remercier l'Arbre pour cette invitation à vous parler ce soir. Merci à tout le monde d'être ici ou en visio. Et merci enfin pour votre patience. J'ai rencontré vraiment beaucoup de difficultés techniques aujourd'hui, comme Alcide vous aura expliqué. Donc voilà, je vais commencer cette conférence sur les représentants en mission par une citation. La Convention commet la faute de donner aux représentants en mission des pouvoirs illimités et par là, à côté des représentants qui surent se contenir avec sagesse dans le strict accomplissement de leur mandat, elle créa des despotes qui s'enivrèrent de leur puissance comme des Caligula ou des Commodes sur le trône impérial. Elle détruisit cette unité de la France, créée par la royauté, pour y substituer une sorte de féodalité nouvelle. C'est ainsi que Henri Wallon, auteur d'une étude en 5 volumes sur les représentants en mission, parue au moment du centenaire de la Révolution, en 1889-90, décrit cette institution fondamentale de la Première République. Il s'agit de la dernière synthèse sur les représentants en mission, publiée avant celle de notre ami Michel Viard, en 2002. Si, comme l'a montré un article récent de Maria Bethlen Castilla et Pulpoise, mes excuses pour la prononciation là, l'historiographie n'a pas été aussi hostile que ce fait peut le suggérer, et ce dès le XIXe siècle. Wallon est même plus nuancé que certains. C'est dire, vu que le nombre de fautes et de crimes qu'il attribue à la Convention ne se limite en aucun cas à l'institution des représentants en mission. Mais plus encore que dans l'historiographie, surtout ces dernières années, c'est avant tout dans la mémoire de la Révolution que la légende noire de ces missionnaires de la République a été retenue. Proconsul, satrape, despote, tyran, voire 5e cavalier de l'Apocalypse, ces députés de la Convention, envoyés aux armées ou dans les départements, n'ont pas la meilleure place. Accusés de tous les crimes, objets de tous les fantasmes, ils subissent encore cette légende noire dont la matrice se trouve dans les dénonciations territoriales. En cela, ces députés partagent le sort de Robespierre, mais ils peuvent être méconnus jusque parmi les amis de Robespierre. Il peut être tentant en effet de reproduire le schéma mis en avant par des auteurs comme Wallon, en prenant par exemple les Saint-Just, les Lebas, les Couthon, fermes dans leur défense de la République, Robespierre lui-même n'ayant fameusement jamais effectué de mission, Maximilien, j'entends, parce que Augustin aussi, pour des exceptions dans une marée de Fouché, de Collot d'Herbois, de Barras, de Tallien ou de Carlier, massacreurs et corrompus à souhait. Mon objectif ce soir n'est pas, rassurez-vous, d'absoudre ces derniers, ni plus globalement de substituer une légende dorée à la légende noire. Je voudrais plutôt qu'on s'efforce de comprendre ensemble, d'abord, quelle était l'institution des représentants en mission, si souvent fantasmée, mais souvent mal ou méconnue. Et là, le plan, voilà, on va commencer par les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un représentant en mission ? Ensuite, on va passer à la question de pourquoi on a créé cette institution et on va finir par des exemples concrets de l'action des représentants en mission sur le terrain. Donc, on va commencer par se demander d'où vient cette institution, comment est-ce qu'elle a évolué en tant qu'institution et quels étaient les différents types de missions. Pour cette première partie, je m'appuierai surtout sur les travaux de Michel Viard et du groupe de recherche qui a permis la publication de la synthèse missionnaire de la République il y a déjà plus de 20 ans. Et là, sur ce point, je dois m'excuser parce que j'ai dû préparer cette conférence sans avoir mon exemplaire de ce bouquin sous la main. Et donc, j'ai dû me reposer sur mes notes, sur d'autres citations que j'avais fait de ce livre. Et donc, cette conférence sera un peu moins chiffrée que ça l'aurait été autrement. Donc, mes excuses pour ça. Mais ensuite, comme j'ai dit, dans un deuxième temps, je tâcherai de répondre à la question de savoir pourquoi la Convention a cru envoyer ses membres sur le terrain.
parce que c'est pas évident. Ce faisant, il ne s'agit pas simplement de comprendre pourquoi la Convention a pris des mesures extraordinaires, mais pourquoi elle a pris cette mesure-là sous cette forme-là. Les représentants en mission sont souvent compris, comme la citation avec laquelle on a commencé l'indique, dans une optique de centralisation ou de décentralisation. Pour ma part, je voudrais vous inviter, pour comprendre l'institution dans sa spécificité, à la regarder plutôt du point de vue du rapport entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. Ce n'est qu'une fois qu'on aura compris la nature et les objectifs de l'institution qu'on pourra en arriver à son exercice dans les faits. On survolera d'abord le profil des missionnaires en tant que groupe, avant de regarder quelques exemples concrets, dont celui que je connais le mieux, celui de Pierre-Louis Prieur, dit Prieur de la Marne, qui a passé pas moins de 16 mois de son mandat sur le terrain, ainsi que quelques exemples tirés des recherches de Jean-Pierre Gross, député envoyé surtout dans le sud-ouest de la France, mais aussi à Saint-Just, qu'il a également étudié. Je ne négligerai pas les représentants ayant abusé de leur pouvoir, mais je considérerais n'avoir pas accompli ma tâche ce soir si on sort ici en croyant que les abus étaient majoritaires, voire que l'institution a été en soi un abus de pouvoir. Donc, on va commencer par les bases, parce que les représentants en mission ne sont pas forcément connus, même des historiens non spécialistes. Alors, qui sont ces personnages et quelle est cette institution? Au niveau le plus fondamental, il s'agit des membres de la Convention nationale, c'est-à-dire des députés élus à cette assemblée constituante et législative, qui sont envoyés par la Convention pour accomplir une tâche quelconque en dehors du lieu de ces séances, voire en dehors de Paris. Ce faisant, la Convention leur attribue un rôle qui n'est pas typiquement celui des représentants, car il ne s'agit pas forcément, du moins pas directement, de préparer, ni de rédiger, ni de débattre la Constitution ou les lois. Ces envois des députés sur le terrain, on l'a dit et redit à juste titre, sont des mesures extraordinaires, improvisées, qui répondent à des situations de crise et qui sont peu à peu institutionnalisées au cours du mandat de la Convention. La Convention n'est cependant pas la première assemblée révolutionnaire d'envoyer ce type de commissaire. Notons que le terme représentant en mission n'est pas officialisé avant fin avril 1793, et donc on va utiliser beaucoup le terme de commissaire. On a là le décret du 30 avril 1793 où on voit pour la première fois ce terme. On va revenir à cette loi après. Voilà, les commissaires députés coexistent aussi dès le début avec d'autres types de commissaires. La Commune de Paris, le Conseil exécutif, soit collectivement, soit un ministre individuellement, des administrations diverses et variées, plus tard différents comités de la Convention, donc notamment les comités de santé publique et de sûreté générale, tous ont nommé des commissaires à un moment ou à l'autre. Ce qui rend les députés commissaires, plus tard connus comme représentants en mission, ce qui les rend uniques, c'est le fait qu'ils sont missionnés par l'Assemblée ou la Convention nationale, mais aussi et surtout qu'ils sont eux-mêmes législateurs. Les premières missions décrétées datent de l'Assemblée constituante, plus précisément du moment de la fuite du roi Louis XVI en juin 1791. Elles sont de courte durée et certaines n'ont pas eu lieu. Petite parenthèse d'ailleurs, pour celles et ceux qui aimeraient faire leurs propres recherches sur les représentants en mission, on ne peut pas se fier au décret pour savoir qui est effectivement parti où, parce que parfois les décrets sont revisés, parfois les itinéraires changent sur le terrain, et parfois une mission décrétée n'a finalement pas lieu. Mais en tout cas,
le fait qu'on voit pour la première fois des députés commissaires au moment de la crise de Varennes, au moment de la fuite du roi, n'est pas anodin. Sur ce point, les auteurs qui mettent l'emphase sur l'improvisation n'ont pas tort. On envoie des membres de la Constituante à un moment où celle-ci ne peut pas se fier à l'exécutif, dont le chef royal a déserté. Ces premiers commissaires sont envoyés essentiellement d'une part pour assurer le peuple des départements que l'Assemblée a les choses en main, et de l'autre pour prendre des renseignements sur l'état des défenses et de l'opinion publique, sans parler des 3 députés qui ont fameusement été envoyés raccompagner la famille royale arrêtée dans le village de Varennes à Paris. C'est ensuite la législative qui envoie ses membres sur le terrain à l'été 1792, lorsque la guerre contre les Autrichiens et les Prussiens tourne vraiment au désastre, en partie à cause du sabotage royal, justement. Encore une fois, on ne peut pas se fier à l'exécutif, ce sont les législateurs qui s'envoient parer aux crises, en l'occurrence, comme ce sera souvent le cas par la suite, à la crise militaire, même si, après le renversement de la monarchie le 10 août 1792, le Conseil exécutif provisoire et la commune insurrectionnelle de Paris ne manqueront pas non plus d'envoyer leurs propres commissaires. Cependant, la méfiance envers l'exécutif n'est pas uniquement conjoncturelle. La trahison de Louis XVI crée certes des situations de crise caractérisées par une impossibilité de se fier à l'exécutif pour les gérer. Mais la méfiance envers l'exécutif en général, en idée de sa nécessaire subordination au législatif, étaient des idées plus anciennes, centrales à une certaine pensée républicaine, ce qui explique pourquoi l'envoi des députés commissaires s'est poursuivi et s'est même cristallisé en institution à part entière de la Convention, au lieu de disparaître en faveur des commissaires d'un exécutif désormais républicain, comme on aurait pu l'imaginer, s'il s'agissait que d'un problème avec l'exécutif royal. On reviendra sur ce point avec toutes ces implications, mais pour l'instant, finissons de tracer l'évolution de l'institution des représentants en mission. Les premières missions de la Convention aux armées, sur le modèle de celle de la législative, sont décrétées à peine ces séances ouvertes, 3-4 jours après. On est en fin septembre 1792. Mais comme il s'agit encore d'une mesure ponctuelle et que les pouvoirs et les objectifs des commissaires ne sont pas encore très détaillés, les historiens de l'institution ont tendance à considérer qu'elle n'est née véritablement qu'avec les grandes missions collectives décrétées en mars et en avril 1793. Au point où, à mon regret personnel, dans le catalogue des missions en annexe de sa synthèse, Michel Bière n'a pas cru devoir citer les missions antérieures à mars 1793. Et donc, si vous regardez, parfois il y a des missions qui manquent systématiquement, les missions avant 1793. En tout cas, l'institutionnalisation des représentants en mission, qui reçoivent leur titre officiel, comme on l'a dit, ainsi que des précisions sur leur pouvoir dans le décret du 30 avril 1793 et aussi dans son instruction rédigée par le nouveau comité de salut public en date du 7 mai. Cette institutionnalisation est une réponse à l'approfondissement de la crise militaire et politique. L'entrée en guerre de la Grande-Bretagne, de l'Espagne et de la Hollande, le constat que la République ne peut plus s'appuyer sur les seuls volontaires pour assurer sa défense, puis la défaite de Nuremberg et la trahison de Dumouriez, ainsi que les foyers des guerres civiles nés de la levée des 300 000 hommes, dont celui de la Vendée, amène la Convention à voter des mesures pour assurer et encadrer le recrutement, pour organiser les armées et pour garder les officiers et surtout les généraux sous tutelle. Parmi ces mesures, justement, sont les décrets des 8 et 9 mars pour envoyer des députés d'abord dans les sections de Paris, ça c'est le 8 mars, ensuite dans les départements le lendemain pour la levée, puis celui du 30 avril pour l'organisation, parfois à partir de pas grand-chose, il faut bien le dire, des 11 armées nouvellement définies de la République. Quoique ces décrets soient adoptés
soit adopté sous la convention dite girondine ou brissotine. J'ai tendance à préférer ce dernier terme parce qu'il était plus courant à l'époque, mais on peut dire les deux. Donc, puisque ces décrets quoique ces décrets étaient adoptés dès cette époque, la majorité des missionnaires sont des montagnards, ce qui avait été un peu moins le cas avec les missions ponctuelles qui avaient précédé. Certains historiens ont vu dans ce choix une manœuvre pour éloigner les montagnards de la Convention. Ça, c'est plutôt de l'historiographie plus ancienne, il faut bien le dire. Mais il est sans doute vrai que sans l'absence de tant de montagnards, on n'aurait sans doute pas vu, par exemple, Marat passer devant le tribunal révolutionnaire. À l'instar de Biard, je trouve cette explication peu convaincante. Il faut se rappeler que si on parle d'une convention girondine ou brissotine, c'est dans deux sens. On désigne ainsi toute la période qui précède l'insurrection du 31 mai 2 juin et donc l'expulsion des députés de cette tendance de la Convention. Mais on parle aussi d'une période où les brissotins avaient tendance à dominer à la Convention. Et il ne faut cependant pas oublier, non seulement qu'on ne parle pas de parti comme on l'entend aujourd'hui, avec une organisation et une certaine discipline interne, mais plutôt de nébuleuse tournant autour des réseaux, des principes et des politiques partagées, mais aussi et surtout que ni les brissotins ni les montagnards n'ont jamais formé une majorité des députés. Il fallait donc toujours convaincre les autres députés et reconstituer une majorité à chaque vote. Il se trouve que cette fois-ci, les montagnards avaient la majorité pour eux, et que les montagnards étaient des candidats sans doute plus convaincants pour l'émission parce que ce sont les montagnards avant tout qui les ont proposés, sans parler du parcours individuel de certains d'entre eux. Il est d'autant moins étonnant que sous la Convention montagnarde, cette tendance est continuée, même si bon nombre de députés dits de la plaine ont aussi continué à effectuer des missions. Et bien entendu, la part des montagnards a fort diminué pendant la séquence post-thermidorienne. Les missions ont continué d'être déployées jusqu'à la fin de la Convention, voire au-delà, car dans certains cas, elles ont pu être prolongées jusque sous les débuts du Directoire. Et une fois institutionnalisées, comme pour beaucoup d'autres institutions extraordinaires, les thermidoriens n'ont pas hésité à s'en servir, souvent pour des fins opposées à celles prévues à leur création. Et Serge Bianchi cite même un exemple d'un même missionnaire qui a envoyé en l'an 3, s'est mis systématiquement à défaire les politiques que lui-même avait menées en l'an 2. Selon la typologie de Biard, il y a 4 catégories de missions. Les missions aux armées, les missions ponctuelles pour répondre à telle ou telle crise, les missions techniques, par exemple pour la levée des chevaux ou pour l'inspection des manufactures, et les grandes missions collectives, qui pouvaient évidemment se chevaucher avec la première catégorie de missions aux armées, mais dont l'une des plus célèbres est sans doute celle du 9 niveaux en 2 pour l'organisation du gouvernement révolutionnaire dans les départements. En général, les représentants sont envoyés en binôme ou dans le cas des missions aux armées dans des groupes de 4 ou de 6, même s'il y a de plus en plus d'exceptions à partir de l'an 2, pas toujours volontaire d'ailleurs, puisqu'un député peut se retrouver seul sur place à cause de la conjoncture plutôt que selon un décret, même en faisant partie d'une mission à plusieurs. Et là, on a une des cartes du livre de synthèse de Michel Biard, et j'imagine qu'on ne peut pas très bien voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'une carte de la fréquence des missions, et comme on voit, il y a évidemment des missions qui concernent des régions en tension, des régions frontalières dans le nord. On voit aussi qu'il y a eu énormément de missions autour de Lyon et de Toulon à cause des révoltes fédéralistes. Mais
il n'y a pas forcément beaucoup de missions là où on le croirait. C'est pas dans toutes les régions frontalières, c'est pas dans toutes les régions à crise qu'il y en a le plus grand nombre. Ceci dit, il n'y a pas de département qui n'a connu aucune mission. Comme je viens de le dire, même à Paris, il y a eu une mission dans les sections de Paris le 8 mars 1793. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a énormément de missions autour de Paris, c'est surtout pour assurer le ravitaillement de la capitale, ce qui était un enjeu extrêmement important. Et là, on a aussi le représentant en mission dans son costume officiel décrété le 30 avril 1793. Ça, c'est l'une des gouaches, les fameuses gouaches de Sieur. Si on a le temps, j'aimerais bien comparer cette image-là à une autre image célèbre de représentant en mission pour comparer un peu. Mais en tout cas, on voit qu'on reconnaît le représentant en mission à ses plumes tricolores, à sa ceinture tricolore et aussi à son épée représentant bien entendu le glaive de la loi. Mais avant avril 1793, on n'avait pas ce costume-là. Voilà. Où en étais-je? Alors, reste à répondre à un certain nombre de questions fondamentales. Que fait un représentant en mission? En d'autres termes, quels sont ses pouvoirs? Est-ce qu'ils sont vraiment illimités? Et comment il les utilise? Ou en tout cas, comment il est censé les utiliser? Parce que, comme j'ai dit, on va parler des exemples concrets plutôt dans la troisième partie. Et comment on devient représentant en mission. Et enfin, la question qu'on se pose depuis le début, pourquoi envoyer des députés? En vrai, les trois questions sont liées, mais pour l'intérêt de la démonstration, je les traiterai l'une après l'autre. Comme je l'ai dit, les premiers commissaires avaient un rôle d'observateur et d'intermédiaire, mais même lors des premières missions, il y avait une idée de surveillance des pouvoirs constitués civils et militaires, d'où, par exemple, le scandale provoqué à la Convention en octobre 1792 par la correspondance du général Dion avec un général prussien, sans que les commissaires sur place, en l'occurrence Prieur de la Marne, Sierry et Carat, lui aient même exigé des comptes, alors que normalement les généraux n'étaient pas censés communiquer de leur propre chef et en leur nom avec l'ennemi. Et au moins théoriquement, dès cette époque, les représentants en mission, ou les commissaires, comme on disait encore, avaient droit à faire des réquisitions, même si d'après les exemples que je connais le mieux, ce droit était peu exercé à cette époque-là. À partir de 1793, par contre, les représentants commençaient à jouer un rôle plus actif, notamment en étant autorisés à prendre des arrêtés. Or, qu'est-ce qu'un arrêté? C'est une décision qui devait être exécutée comme une loi, sous réserve de la responsabilité de la personne ou des personnes qui la prenaient. Elle ne devait pas enfreindre les lois existantes, du moins sans une très bonne raison, qu'elle devait cadrer avec les fonctions dont la personne qui la prenait était investie. Je parle de la personne, puisque les représentants en mission n'étaient pas les seuls à prendre des arrêtés. Les comités de la Convention, d'autres types de commissaires et les administrateurs en prenaient aussi. Là où les arrêtés des représentants en mission étaient particuliers, étaient dans leur plus grande latitude à dénoncer et à interpréter les lois, dont la responsabilité directe des représentants devant la Convention, généralement dès son institution via le comité de salut public, et dans l'idée que les arrêtés pris par les représentants en mission primaient sur les arrêtés administratifs. Au moment des révoltes dites fédéralistes de l'été 1793, les administrateurs des départements ont pu résister à cette dernière idée
avec pour résultat, quand les administrateurs des départements ont ouvertement résisté aux députés de la Convention, le décret de la destitution de ceux-ci et leur incarcération comme suspects, au minimum, parce qu'il y a aussi des administrateurs qui sont allés un peu plus loin dans la révolte et qui ont été décrétés d'accusation. Au moment de la répression de ces révoltes, c'est-à-dire à partir de septembre 1793. En tout cas, comme ces pouvoirs étendus laissent entendre, les représentants avaient beaucoup de latitude dans l'exercice de leurs fonctions, mais ils n'étaient pas tout puissants. L'expression « pouvoir illimité » se trouve dans les décrets de mission, et moi je suis loin d'être la première à le dire, mais toujours étroitement associés avec les objectifs de la mission, et ils doivent être compris comme l'expression de la volonté de la Convention de ne pas trop entraver leur action par trop de précision. Et donc, on voit dans le décret du 30 avril 1793, par exemple, article 18, que les représentants en mission sont investis de pouvoir illimité pour l'exercice des fonctions qui leur sont déléguées. Donc, il y a toujours un objectif précis, c'est pas des pouvoirs illimités, point. Moi, je trouve cela un peu analogue au mandat illimité dont nombre d'assemblées électorales avaient doté leurs députés à la Convention, où le mandat illimité était pour la défense de la liberté et de l'égalité, et non pour agir selon leur bon plaisir comme autant de monarques. Tout cela pour dire, non pas que les représentants respectaient toujours l'intention des décrets, pas plus qu'ils ne suivaient toujours leur mandat, mais l'idée dans laquelle l'institution a été créée n'a pas été que les représentants règnent en despote sur les territoires sous leur responsabilité. D'ailleurs, les objectifs d'une mission pourraient être compris de façon plus ou moins large sans que cela ne relève forcément d'un abus de pouvoir, d'autant plus que, surtout à partir de la définition de l'institution au printemps 1793, toute mission était présumée participer des objectifs plus larges de défense et de fondation de la République, quelque pointu que soit son but particulier. Néanmoins, la Convention n'était pas sans connaître l'occasion unique que des pouvoirs extraordinaires présentaient pour les abus. Comme les autres institutions extraordinaires, celle des représentants en mission incarnait la tension entre la nécessité en temps de crise de pouvoir agir rapidement, d'improviser, voire de faire des entorses plus ou moins graves aux règles ordinaires et même à des droits pourtant réputés imprescriptibles, d'une part, et de l'autre, l'impératif de minimiser les dérives auxquelles ce genre d'action était susceptible. D'où, pour répondre à la première nécessité, la création de cette institution, comme pour d'autres, comme le Comité de salut public ou le Tribunal révolutionnaire, mais d'où aussi une tendance croissante à l'encadrement au fil de 1793 et l'an 2. Souvent présenté comme le résultat d'un empiètement par, ou même de la dictature du Comité de salut public, cet encadrement doit au contraire, à mon sens, être vu comme un effort pour limiter l'arbitraire et les abus. Certaines mesures n'ont pas attendu la création du Comité de salut public, comme l'idée que les représentants devaient toujours agir au moins à deux, ce qui, il faut bien le reconnaître, suivait plutôt la tendance inverse des autres mesures d'encadrement en étant de moins en moins respectées au fil du temps, comme on l'a vu. Ensuite, sauf exception, à partir de 1793, les représentants étaient rarement envoyés dans leur région d'origine. Nombre de contemporains semblaient même croire à un décret à ce sujet, mais les historiens, en tout cas, n'ont pas réussi à le retrouver. Donc, décret ou pas décret, c'est une tendance qu'on observe, mais il y a toujours eu des exceptions jusqu'à la fin. Quant au Comité de salut public, déjà, dès sa création en avril 1793, si la Convention décrète que les représentants rendront un compte exact de leur activité à ce comité, on voit ça encore dans ce décret du 30 avril 1793, article 20, que ces représentants rendront compte au moins chaque semaine de leurs opérations à la Convention
ils seront tenus d'adresser chaque jour au comité de salut public le journal de leurs opérations. Je peux vous dire déjà que, en général, et ce dès le début, les représentants n'ont pas été aussi exacts à remplir cette condition qu'on pourrait le croire. Ils correspondaient certes régulièrement avec le comité de salut public, mais c'était souvent pas tous les jours. Voilà. Et donc, si la Convention décrète que les représentants rendront un compte de leur activité au comité de salut public, c'est dans le double objectif de mieux organiser la défense, qui est après tout parmi les principales fonctions de ce comité, et par la spécialisation, et de mieux concrétiser la responsabilité, car les membres d'un comité peuvent mieux gérer la correspondance et les comptes des opérations, surtout des opérations parfois assez détaillées, assez pointues, et dont, en principe, il devait un compte quotidien, même si, comme je l'ai dit, ce n'était pas toujours respecté, que la Convention en général, qui avait d'autres affaires à examiner. En l'an 2, les missionnaires étaient désormais souvent choisis par arrêté du comité de salut public et non par décret, mais on peut présumer que la Convention voyait cette tendance nullement secrète, et il ne faut pas oublier que la Convention renouvelait le comité de salut public chaque mois, comme une extension logique de cette spécialisation du comité. Encore le décret du 14 primaire en 2, qui établit le gouvernement révolutionnaire, qui définit ses pouvoirs plutôt, parce que le décret du gouvernement révolutionnaire date d'un peu plus tôt. Mais en tout cas, on voit que on a toujours cette idée que les représentants doivent continuer à correspondre avec le comité de salut public, mais on a décidé à un intervalle un peu plus réaliste de tous les 10 jours, et on voit qu'il y a un encadrement un peu plus accru parce que les représentants, on voit ça section 3, article 2, qui ne pourront contrarier ni arrêter l'exécution des arrêtés et des mesures de gouvernement prises par le comité de salut public. Voilà. Ces tendances d'encadrement des représentants par la Convention et plus particulièrement par le comité de salut public s'accompagnaient en l'an 2 d'une troisième tendance, celle de la réduction du nombre de représentants sur le terrain et celle de la réduction du nombre d'autres commissaires en même temps. Il s'agissait de minimiser les conflits et les confusions de pouvoir, et encore une fois de limiter les abus avec le rappel des représentants et autres commissaires d'ailleurs fiables, ou simplement un rappel à l'ordre selon les cas, et là on a un exemple de rappel à l'ordre de Robespierre, Coulomberbois, Carnot et Biot-Varenne, même si pour ceux qui connaissent bien les archives du comité de salut public, ça ne veut pas forcément dire qu'ils étaient les seuls à signer cette lettre-là, parce qu'il y a différents exemplaires qui survivent. Bref, on voit qu'il rappelle à l'ordre ici André Dumont pour sa participation dans le mouvement dit traditionnellement déchristianisateur et qu'on appelle plus souvent de nos jours défanatisateurs, mais en tout cas il a allé trop loin dans des persécutions contre le culte catholique, et donc s'il n'est pas rappelé, le comité ne se prive pas de lui dire qu'il faut qu'il change de politique à cet égard. Voilà, ça c'est en Brumaire en 2, fin octobre 1793. Voilà.
cette réduction du nombre de représentants et d'autres commissaires relève aussi tout simplement d'un moindre besoin d'agents extraordinaires dans une situation où certaines crises étaient résolues ou devenaient au moins aiguës. On notera cependant, à propos des rappels, qu'il y a eu plusieurs cas de représentants qui ont été rappelés par le comité de salut public, voire par décret de la Convention, et qui ont refusé de revenir, qui sont restés sur le terrain. Et donc, voilà, ce genre de phénomène pouvait se produire. Et ça, on vient enfin à la question de pourquoi on a envoyé ces représentants. Parce que rien de tout cela n'explique en soi le choix des représentants pour aller sur le terrain. Pour Wallon, c'était simplement que la Convention avait besoin d'agents qui avaient sa confiance, mais cette explication ne le satisfait à mon sens que parce qu'il voit dans la Convention un corps despotique voulant accaparer tous les pouvoirs. Les représentants ne sont pas les agents de la Convention, cependant, ils en font partie, et si la Convention voulait des agents fiables, elle pouvait les choisir en dehors de ses membres, comme c'était plutôt la règle que l'exception, même chez les despotes d'ailleurs. Comme je l'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, certains des comités de la Convention n'ont pas hésité à nommer des commissaires en dehors de la Convention. L'un des exemples les plus célèbres étant celui de Marc-Antoine Julien, qui était fils de conventionnel et commissaire du comité de salut public, et non de Robespierre seul, comme il est souvent allégué. Mais l'institution des représentants en mission est encore autre chose. Malgré la tendance à vouloir insérer les représentants en mission dans une continuité allant des intendants d'Ancien Régime aux préfets d'Empire et au-delà, en tant qu'agent du pouvoir central en province, en premier lieu, on peut difficilement comparer une institution extraordinaire à un rouage ordinaire du pouvoir, mais cela pose surtout problème parce que regarder les représentants en mission dans la seule optique des rapports centre-périphérie passe à côté de l'originalité principale de l'institution, c'est-à-dire que c'était des législateurs et non des agents de l'exécutif. On ne peut jamais assez le répéter. Comme on l'a vu, les représentants en mission ont toujours été compris comme une institution d'exception, répondant à des crises liées à la guerre étrangère et ensuite civile. Il est donc logique qu'il ne s'en trouve aucun équivalent dans la Constitution de 1793, ni dans celle de 1791 d'ailleurs. Et ces constitutions, comme le gouvernement révolutionnaire établi par le décret du 14 numéro 2, préconisaient plutôt la décentralisation administrative, avec l'essentiel des responsabilités étant dévolues aux districts et aux communes. La Révolution suivait donc une impulsion contraire à la monarchie avec ses intendants ou à l'Empire avec ses préfets. On oublie trop souvent que la Révolution française s'est caractérisée entre autres par une révolution municipale. Les révolutionnaires croyaient que les administrations locales seraient largement suffisantes pour exécuter la loi au plus près de la population en temps ordinaire. Il y avait quand même le concept du conseil exécutif, bien entendu, mais le conseil exécutif n'envoyait pas ses propres agents directement sur le terrain. Or, cette idée de décentralisation administrative était-elle irréalisable, comme suggérait beaucoup, voire la plupart des commentateurs? Peut-être. En même temps, ce sont les lois d'exception et les réformes les plus révolutionnaires, si j'ose dire, qui ont rencontré le plus de résistance. Mais, à tort ou à raison, et c'est pas à moi de trancher, ce genre de difficultés était vu par les conventionnels comme un problème à court terme. En temps de crise, donc, il fallait les intermédiaires, certes, mais encore une fois, pourquoi les législateurs? On ne peut comprendre ce choix si l'on ne comprend pas le concept de la centralité législative. Or, c'est quoi cette fameuse centralité législative? Il s'agit d'un terme d'époque qui n'a jamais fait office de mot d'ordre. Il faut le souligner. On ne parlait pas couramment tout le temps de centralité législative.
Mais c'est un terme qui résume bien un principe fondamental. Il semble bien que c'est Billaud Varenne qui a inventé cette formule de centralité législative dans le contexte de la création du gouvernement révolutionnaire, et même lui, il ne l'utilise qu'une seule fois. Encore une fois, c'est une formule commode pour désigner un principe qui était beaucoup plus important et répandu. Et donc, ce principe qui recourt devait être le moteur de ce gouvernement extraordinaire qui était le gouvernement révolutionnaire, mais le principe n'est ni original à Billaud, ni à cette époque-là. La centralité législative figure la suprématie de la loi comme expression de la souveraineté populaire et donc du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. C'est une idée que l'on trouve sous différentes formes chez les théoriciens politiques des Lumières qui ont fourni des outils à penser, si on peut dire ça comme ça, aux révolutionnaires, dont Locke, Mably ou Rousseau. Parmi les révolutionnaires français, cette idée n'est pas entièrement unique aux montagnards, mais elle leur est caractéristique. Elle voisinait tout au long de la Révolution avec celle de la balance des pouvoirs, empruntée au modèle des constitutions mixtes, et que l'on voit dans les constitutions de 1791 et de Mans III, et entre-temps chez certains Brissotins. Et de nos jours, on a l'habitude de concevoir la séparation des pouvoirs que dans cette optique-là. Mais cette idée de la balance des pouvoirs ne va nullement de soi. Le juriste Michel Tropper rappelle d'ailleurs le caractère démocratique de la subordination de l'exécutif au législatif. Et je cite, « Le pouvoir législatif n'est autre que le peuple lui-même, c'est-à-dire le souverain chez Rousseau ou son représentant chez les conventionnels. Il serait donc étrange que le pouvoir exécutif puisse s'opposer au souverain. » L'élément de la centralité, dans la centralité législative, implique bien une forme de centralisation, mais distincte de ce que l'on a l'habitude de comprendre sous ce terme, est loin de ce qu'on appelle abusivement le centralisme jacobin de nos jours. Pour les montagnards, en effet, la loi, expression de la souveraineté populaire, est aussi ce qui fait l'unité de la nation, qui n'est autre chose qu'un ensemble des citoyens vivant sous les mêmes lois. Petite parenthèse, car il importe de le souligner à un moment où malheureusement l'extrême droite a largement réussi à accaparer le concept de la nation même. Pour les révolutionnaires, la nation est politique. Même l'idée d'une langue partagée a une valeur surtout utilitaire. Les citoyens doivent pouvoir se communiquer leurs idées, sinon ils ne peuvent pas exercer leur droit politique. Enfin, la nation révolutionnaire n'a rien à voir avec une culture, encore moins une ethnie partagée. Pour ceux qui aiment le grec, on est plutôt dans le peuple démos que dans le peuple ethnos. Bon, fin de la parenthèse, revenons à nos moutons. Puisque c'est l'unité de la loi qui fait l'unité de la nation, le pouvoir législatif est nécessairement central, même si cela n'exclut pas un mécanisme pour la sanction des lois par les assemblées primaires, comme celui compris dans la Constitution de 1793, et qui avait d'ailleurs été une revendication clé des démocrates depuis au moins 1790-1791. En revanche, un exécutif fort, centralisé, préconisé par un bon nombre de Brissotins, les montagnards préféraient, comme on a dit, la décentralisation administrative. Et pour celles et ceux que ça interroge, les Brissotins n'étaient pas, à l'exception possible de Guizot, mais même ça, c'est pas clair à 100%, des fédéralistes au sens de vouloir un système fédéral, c'est-à-dire une fédération des États ou des cantons qui auraient chacun leur législature. Bon, les montagnards les accusaient de fédéralisme parce que la révolte des départements contre la Convention avait de fait tendance à briser l'unité de la République, et donc c'est une distinction assez importante à souligner. En tout cas, on voit la décentralisation administrative non seulement dans la Constitution de 1793,
Mais jusque dans le décret du 14 primaire en 2, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de noter les dates dans le calendrier grégorien, c'est-à-dire le 4 décembre 1793. Voilà, ce décret qui organise le gouvernement révolutionnaire en donnant justement l'exécution des lois ordinaires essentiellement aux communes et celles des lois extraordinaires pareillement aux communes sous la surveillance des districts. Il était en revanche impératif que ces instances locales de l'exécutif ne s'autonomisent pas, car, ce faisant, elles usurperaient de fait le pouvoir législatif, et encore une fois, c'est justement ce que les montagnards reprochaient aux révoltés dits fédéralistes sous ce terme. Voilà, j'ai un exemple peut-être pas très lisible d'un tel reproche fait par Prieur de la Marne et Laurent Lepointre aux administrateurs du département de la Manche qui s'était formé en assemblée départementale. Ça, c'est le 26 juin 1793. Et je trouve cet exemple particulièrement parlant parce qu'ils expliquent très clairement ce principe qu'il ne peut y avoir de liberté dans une république autant que les fonctionnaires publics nommés par le peuple se renferment chacun dans les bornes que la loi a assignées à leurs fonctions et que l'anarchie et l'oppression suivent immédiatement de la réunion et de la cumulation de plusieurs pouvoirs distincts dans les mêmes fonctionnaires, etc., etc., que la loi étant l'expression de la volonté générale, elle ne peut être faite ou détruite que par les mandataires du peuple, le souverain, librement nommé par lui à cet effet, et qu'il n'appartient à aucun fonctionnaire, administrateur ou juge de s'arroger le droit de s'exprimer la volonté de ce même peuple qui ne lui en a pas délégué la faculté. Voilà. C'est donc, puisque les montagnards craignaient les empiètements de l'exécutif bien plus que ceux du législatif, tendance républicaine plus ancienne, pour rappel, que lorsqu'il s'agissait de créer des institutions extraordinaires pour répondre aux dangers de la République, soit ils les formaient au sein de la législature, soit ils les ont mis sous la surveillance des législateurs. Il est ainsi significatif au regard de ce principe de la centralité législative que pour répondre aux crises, la Convention ait envoyé ses propres membres sur le terrain et que ce soit ceux-ci qui étaient au sommet de la hiérarchie locale au lieu d'agents du pouvoir exécutif. Par leur intermédiaire, la Convention entendait assurer l'exécution de la loi, souvent appliquée sélectivement, voire pas du tout par les administrateurs locaux. Ce n'était pas toujours volontaire d'ailleurs, parce qu'on envoyait vraiment beaucoup de lois. Bref, un pouvoir exécutif autonome, en envoyant des agents responsables devant lui, aurait plutôt eu tendance, au lieu des montagnards surtout, à substituer sa propre volonté à celle de la loi. Les représentants en mission n'ont pas légiféré en dehors de la Convention. Ce n'était pas leur rôle en tant que représentants en mission. Ils pouvaient proposer de la législation basée sur ce qu'ils voyaient sur le terrain ou sur des pétitions, mais c'était surtout la Convention qui décidait en tant qu'organe collectif de la souveraineté populaire. Le rôle était plutôt celui de la surveillance, et cette surveillance était, pour la Convention montagnarde en particulier, conforme au principe de la centralité législative, qui place l'exécutif sous le contrôle du législatif, mais l'exercice de cette surveillance sur le terrain n'était rendu nécessaire que par l'état de crise. Et c'est pour ça qu'on voit aucune institution équivalente dans la Constitution de 1793, par exemple. Les arrêtés des représentants, comme ceux des comités et de la Convention, étaient conçus comme une façon d'appliquer le principe de la surveillance du pouvoir exécutif par le législatif dans un tel contexte. Mais on peut se demander s'il s'agissait malgré tout d'un empiètement sur les prérogatives de l'exécutif. D'abord, il convient de se demander si pour les conventionnels, l'exécutif avait des prérogatives au sens des droits qui pouvaient faire prévaloir contre un acte du pouvoir législatif. Pour la montagne, au moins, tout suggère que non. L'exécutif avait des fonctions qui lui donnaient des devoirs et des responsabilités, mais pas de droits.
C'est ainsi que dans le préambule de la Déclaration des droits de 1793, le législateur a une mission reçue du peuple et dont l'objet est la garantie de ses droits naturels, base de sa liberté et de son bonheur, mais que le magistrat n'a que des devoirs réglés par les droits. Et là, on a la citation, voilà, on fait cette déclaration des lois pour que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission. Et donc le magistrat, il a surtout des devoirs et pas des prérogatives. Ouais. Ensuite, tout dépend du tracé de la ligne de démarcation entre surveillance de l'exécution et exécution même, tâche qui, il faut bien le dire, est un peu subjective, sans parler de fastidieuse. À moins de disqualifier a priori ce genre de surveillance dite active en déclarant, mais encore une fois, la question se pose selon quels critères, qu'une législature a le droit de demander des comptes au pouvoir exécutif et jamais rien de plus. Rien ne démontre que les montagnards, au moins, adhéraient à cette définition, même dans l'idéal. En revanche, on voit par les décrets que la Convention a pris courant 1793, qui croyait qu'en temps de crise, au moins, une forme plus active de surveillance était non seulement permise, mais nécessaire. Il concevait donc les arrêtés des législateurs non comme des actes exécutifs, mais comme des décrets provisoires. Et n'oublions pas qu'à cette époque, l'exécutif ne prenait en aucun cas des décrets. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé après cette époque-là. Et que ces arrêtés et qu'il s'agissait, comme pour les lois et les décrets ordinaires, de faire exécuter ces arrêtés par les agents de l'exécutif et non directement par les représentants ou les comités qui les prenaient. Et donc, ils ne prennent pas la place de l'exécutif. Ils sont toujours dans une optique de surveillance. Si la législation est, comme il se doit, le domaine exclusif du législatif et l'application celui de l'exécutif, la surveillance est intéressante en ce qu'elle est une fonction qui est partagée, et ce explicitement dans les textes des décrets, entre les deux pouvoirs. L'exécutif se surveille et le législatif le surveille aussi. La clé réside, encore une fois, dans la hiérarchie. Et là, on a une citation du décret du 14 primaire en 2, où on précise qu'il est défendu, expressément défendu à toute autorité et à tout fonctionnaire public de faire des proclamations ou de prendre des arrêtés extensifs, limitatifs ou contraires au sens littéral de la loi, sous prétexte de l'interpréter ou d'y suppléer. À la Convention seule appartient le droit de donner l'interprétation des décrets, et l'on ne pourra s'adresser à elle seule pour cet objet. Il est également défendu, ça c'est l'article 12 de la section 2 du décret du 14 primaire en 2, il est également défendu aux autorités intermédiaires chargées de surveiller l'exécution et l'application des lois, de prononcer aucune décision et d'ordonner l'élargissement des citoyens arrêtés. Ce droit appartient exclusivement à la Convention nationale, au Comité de santé publique et de sûreté générale, aux représentants du peuple dans les départements et près des armées et aux tribunaux, en faisant l'application des lois criminelles et de police. Et donc, on voit que les représentants en mission et les comités de la Convention appliquent cette surveillance de façon plus directe et plus active que la Convention en général, mais qu'il y a toujours cette hiérarchie de l'exécutif qui est subordonné au législatif. Voilà. Dans son expression la plus aboutie, dans l'expression la plus aboutie de cette hiérarchie définie par le décret qui organise le gouvernement révolutionnaire, certaines instances exécutives étaient chargées d'une surveillance partielle, mais le pouvoir exécutif en général, à tous les niveaux,
tant ordinaires qu'extraordinaires, tant militaires que civils, étaient soumis à la surveillance des instances extraordinaires du pouvoir législatif, des comités de la Convention et les représentants en mission. Ces instances étaient à leur tour responsables devant la Convention, et on va venir au problème éventuel de cette responsabilité. Mais en tout cas, en principe, ils étaient responsables devant la Convention, et toujours en principe, la Convention devant le peuple. Ces instances, l'institution du gouvernement révolutionnaire a inséré ainsi les instances extraordinaires, dont les représentants en mission, dans la hiérarchie des pouvoirs exigés par le principe de la centralité législative. Encore une fois, et on ne peut vraiment pas trop insister sur ce point, la surveillance de l'exécutif par le législatif était de principe, c'est l'état de crise qui a nécessité la forme qu'on lui a donnée. Alors, voilà pour la théorie. Quels ont été les résultats concrets? Et c'est notre troisième et dernière partie. Est-ce que les représentants se comportaient en général selon les objectifs de l'institution? On a vu que pour limiter au possible les abus, le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires non prévues par la loi était peu à peu limité aux représentants en mission, mais la latitude qu'on leur accordait menait sûrement non seulement à des abus, mais plus généralement à une certaine diversité de comportements, non? C'est vrai dans une grande mesure, mais il convient néanmoins de procéder avec précaution. D'abord, le portrait de groupe que Michel Biard a dressé peut nous aider à contextualiser, en évitant de prendre des exceptions pour la règle. Biard insiste sur la polyvalence de l'action des missionnaires, sur la variété des profils, une majorité de montagnards avant Thermidor, mais une courte majorité qui laissait place à des députés de la plaine, comme on l'a dit, beaucoup de missionnaires ayant des compétences spécialisées, savants, ingénieurs, etc. Des personnalités différentes, différents types de missions, comme on l'a vu, mais aussi différentes fréquences d'envoi ou de durée. Certains conventionnels ont passé ainsi presque tout leur mandat sur le terrain. Prieur de la Marne, comme j'ai dit, a passé 16 mois sur le terrain, mais c'est même pas le député qui a passé le plus longtemps en mission. Et d'autres ont fait une seule mission d'une durée de quelques semaines à peine. Et comme on l'a dit, la moitié n'a jamais fait une seule mission, dont Robespierre. La plupart de ces missions, de par leur polyvalence, ont eu un volant répressif, mais elles étaient loin d'être toutes caractérisées par un grand nombre d'exécutions pour lesquelles, de toute façon, la responsabilité du représentant en mission peut varier grandement. Et si certaines missions sont sous forte suspicion de corruption, on est un peu obligé de dire ça comme ça, parce que, comme souvent pour ce genre de choses, des preuves à 100% de corruption sont très très difficiles à établir, et de toute façon, en tant qu'historienne et pas en tant qu'accusateur, c'est pas vraiment mon rôle de dire que tel ou tel a été corrompu ou pas. Mais en tout cas, on a conservé aussi nombre de comptes détaillés des sommes dépensées, ce qui est plutôt un indice du contraire de la corruption dans ces cas-là. La plupart des commissions ayant reçu, jusqu'en Thermidor au moins, de la part du comité des inspecteurs de la salle, comité de la convention un peu logistique, entre 1000 et 12 000 livres, et plus fréquemment entre 3 000 et 6 000. Et là, j'ai un extrait, je suis désolé, ça doit être un peu difficile à lire, mais c'est un extrait d'un compte rendu fait par les 4 représentants envoyés à l'armée des côtes de Cherbourg le 30 avril 1793 de leurs dépenses. Il y avait aussi dans le compte rendu les recettes, mais là j'ai juste cité
les dépenses et on voit en l'occurrence qu'il s'agit beaucoup des dépenses pour les questions logistiques liées à la mission plutôt que pour les objectifs de la mission. Il ne parle pas des dépenses, par exemple, pour équiper les volontaires. Il parle, par exemple, là, de voyage, bureau, impression, nourriture, salaire des employés, secours distribués à des indigents. Ce dernier point, c'est vraiment le seul qu'on pourrait dire lié à la mission. Et encore, comme il s'agit d'une mission pour organiser l'armée, c'est vraiment leur propre initiative là. Et pareil pour même on peut arriver à des sommes assez importantes pour l'époque, plus de 7000 livres quand il faut envoyer beaucoup de courriers extraordinaires parce que la révolte fédéraliste normande en l'occurrence bloquait les canaux ordinaires de communication. Mais voilà, tout est bien a été reconnu en règle, c'est très détaillé, et donc c'est loin d'être tous les représentants en mission qui sont même soupçonnés de corruption. Mais ceci dit, il faut bien reconnaître qu'on a moins étudié l'emploi des sommes extraordinaires que le comité de salut public notamment a accordé pour certaines missions et qui pouvaient être 10 fois plus importantes que celles fournies par le comité des inspecteurs de la salle. Bière ne catalogue systématiquement que celle-ci. Néanmoins, il ne faut pas présumer que somme extraordinaire égale détournement. Comme on peut voir dans l'exemple du compte-rendu qu'on vient de regarder, les fonds accordés par le comité des inspecteurs de la salle servaient avant tout à des dépenses liées à la logistique de la mission. Pour remplir ces objectifs, il fallait nécessairement une autre source de financement, que cela vienne des payeurs, des administrateurs des administrations locales, du comité de salut public ou encore des taxes extraordinaires, même si la capacité des représentants à lever des taxes extraordinaires a été fortement restreinte. Donc, pour revenir aux difficultés qu'on peut avoir parfois à interpréter les sources créées par les représentants et notamment leurs décisions, ces fameux arrêtés, il faut éviter de lire les décisions des représentants comme sortant purement de leur propre inspiration, parce qu'en creusant, on trouve souvent qu'elles reprennent un décret existant. Après tout, ils sont là pour essayer d'assurer l'application des lois, pour surveiller cette application autant que pour faire des exceptions quand ils le jugeaient nécessaire. Et leur décision répondait aussi souvent à une sollicitation quelconque, directe ou indirecte, d'une administration, d'un pétitionnaire, d'une société populaire ou autre, sans parler des conditions sur le terrain qui, évidemment, avaient une très grande influence sur le type de décisions qui étaient prises. Si, pour plusieurs raisons, je n'aime pas trop la terminologie de Jean-Pierre Gross qui parle d'ère de terreur dure et de terreur douce, il n'est pas le seul d'ailleurs. Le fait est que la sévérité d'un représentant en mission, sa tendance à passer son temps à prendre plus de mesures de répression ou sinon plus de mesures pour la fondation de la République, a souvent plus à voir avec le contexte dans lequel il se trouvait qu'avec sa personnalité. Ce qui ne veut pas dire que le caractère de tel ou tel représentant ne joue pas un rôle, bien évidemment. Une majorité semble avoir été consciencieuse, mais d'autres ont sans doute été corrompus, même si, encore une fois, c'est très difficile à établir tel ou tel cas avec certitude. Certains semblent avoir gardé le sang-froid à toute épreuve, d'autres ne savaient pas gérer une crise, voire ne savaient pas se gérer eux-mêmes en temps de crise.
Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est le représentant Franck Castel, qui a été arrangé au moment de la virée des Galernes, quand l'armée vendéenne a traversé la Loire. Et on a sa correspondance avec ses collègues. Il est vraiment extrêmement paniqué, ils ne savent pas trop quoi faire, et ça se voit dans ses lettres. Mais voilà. Il n'est pas impossible non plus qu'il y ait eu un ou deux véritables sadiques, même s'il est très difficile de démêler le vrai du faux, tant les dénonciations sont non seulement majoritairement produites dans le contexte de la réaction territorienne, avec tout ce que ça implique, mais qu'elles sont encore souvent extrêmement stéréotypées, se reposant sur des topoi, comme par exemple le représentant qui dîne avec le bourreau, qui s'entoure de mendiants et de prostituées, qui est, je trouve, une accusation assez parlante, mais moins sur le dénoncé que sur le dénonciateur. Le représentant qui est tout le temps ivre et qui passe son temps en des orgies et des banquets, qui se délecte du sang répandu, etc., etc. Et presque tous les représentants, surtout parmi ceux qui n'ont pas embrassé la réaction en l'an 3, ont eu droit à ce genre de dénonciation, mais ils sont moins nombreux quand même à avoir été l'objet de dénonciation de faits précis, et en général, dans le cas des pires abus, les plaintes n'ont pas attendu thermidor. Et puis, je dirais qu'en règle générale, même s'il est souvent très difficile d'établir la véracité ou non des dénonciations même plus précises, en général, plus on a de dénonciations circonstanciées, plus il y a des chances qu'il y ait quelque chose derrière, parce que juste dire, voilà, c'est un sanguinaire qui aimait dîner avec le bourreau, ça ne nous dit pas grand-chose. Bref. En tout cas, il importe de reconnaître la différence entre l'implication d'un représentant plus ou moins prononcé dans la répression, forcément accrue dans les régions en tension frontalière ou en proie à des soulèvements de nature contre ou anti-révolutionnaire, et prévarication. On peut aussi considérer que certaines mesures répressives étaient excessives par rapport à ce que le contexte peut expliquer, pour ne pas dire justifier, quoique, étrangement, sur ce point, on évoque rarement le fait que refuser toute mesure répressive aurait également eu des conséquences qu'il aurait fallu être prêt à assumer. C'est assez important à souligner, je pense. Cela ne veut pas forcément dire que la ligne entre abus et ce que la Convention pouvait considérer comme une sévérité nécessaire est toujours claire et nette, sans parler de notre jugement d'aujourd'hui. Il existe pourtant des exemples plus évidents, ceux des jugements et exécutions de masse qui ont eu lieu, par exemple, en Vendée, à Toulon ou à Lyon. Ces dérives s'expliquent sans doute beaucoup plus par des logiques des guerres civiles. Hervé de Réunion parle même des engrenages de la guerre civile qui a tendance à entraîner les gens et qui n'ont rien de particulier à l'époque révolutionnaire, que par la personnalité des représentants. La responsabilité des représentants sur place dans ce genre de dérive n'est certes jamais nulle par la nature même de l'institution, parce qu'ils sont censés être ceux qui surveillent, après tout, au sommet de la hiérarchie locale. Mais même là, cette responsabilité peut varier selon les cas. On peut citer l'exemple des commissions militaires nommées pour juger les rebelles vendéens, instituées par les représentants qui ne sont pas forcément restés sur place pour les surveiller. Il me semble que le degré de responsabilité de ces représentants dans leur jugement, surtout quand, par exemple, on a des rapports de jugement en masse que les règlements du tribunal n'autorisaient absolument pas, est difficile à établir avec précision. Et on voit, par exemple, dans le cas de Prieur de la Marne, avec ses commissions, il en a nommé deux qui avaient à peu près le même règlement. L'une a prononcé une soixantaine de condamnations à mort, l'autre en a prononcé plus de 1000. Clairement, c'est pas
prieur qui fait la différence, il y a d'autres facteurs. En tout état de cause, même pour les cas les plus évidents, un défaut intrinsèque de l'institution des représentants en mission était indéniablement, comme tout mécanisme de responsabilité en politique, le fait que son effectivité était elle-même politique. C'est pour cela que certains des missionnaires au comportement le plus douteux, comme Fréron ou Tallien, ont pu faire oublier, du moins officiellement, leur participation à la répression, ainsi que détourner le regard des soupçons de corruption qui pesaient sur eux. On connaît plus d'un cas où les représentants n'ont pas pu faire un compte bien exact des sommes qu'ils ont reçues pour effectuer leur mission, qui pouvaient être, comme on l'a dit, assez importantes. Fréron a même reçu un demi-million pour une mission thermidorienne, même s'il faut bien le reconnaître, en général, les missionnaires recevaient plus d'argent à l'époque thermidorienne, et pas uniquement pour des raisons louches, c'était aussi à cause de l'inflation. Comme on l'a dit, les représentants pouvaient aussi se voir accorder plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de livres pour des dépenses extraordinaires. Inversement, c'est aussi à cause de ce caractère politique de la responsabilité des représentants que, malgré une tentative récente par un historien états-unien, je crois, de faire du procès de Lebon un exemple éclatant de l'application de ce principe démocratique de la responsabilité des élus, il est difficile de soutenir que les procès de Lebon et des Carrier n'obéissaient pas avant tout à une logique de création de boucs émissaires à ce moment-là. Alors, voilà, je vais sauter un peu pour finir pas trop tard. Mais en tout cas, tout concourt à démontrer que les cas spectaculaires de répression et de corruption, qu'il faut citer pour donner une image complète et juste de l'institution, n'étaient pas la norme pour les représentants en mission. C'est la moitié des conventionnels, on l'a dit, qui ont fait au moins une mission à un moment ou à l'autre, et la grande majorité des missions avaient certes un volant répressif, mais sans donner lieu à des massacres et avec des préoccupations principales tout autre, avant tout lié à la défense, guerre civile et étrangère oblige. Or, Jean-Pierre Gross a été parmi les premiers historiens à s'intéresser à l'action des représentants en mission dans une optique qui dépasse ces deux volets répressifs et défensifs. Il est vrai que les représentants en mission ont beaucoup accompli pour la défense de la République, mais surtout, surtout en prenant des mesures pour le recrutement, l'habillement, l'équipement et l'organisation des soldats, tout en veillant au ravitaillement tant militaire que civil. Ils ont souvent été présents jusque sur les champs de bataille, tant pour surveiller les officiers que pour encourager les soldats. Et il ne s'agit pas du tout de minimiser ce que les représentants en mission ont accompli dans ce domaine, même si on ne peut pas affirmer que sans les représentants en mission, la République n'aurait pas repoussé la coalition, sans faire de l'histoire contrefactuelle, bien évidemment. Mais ce que Gross a vu, c'est que la façon dont les représentants se prenaient pour organiser la défense de la République, prise ensemble avec d'autres mesures, non seulement pour défendre la République, mais pour la fonder, est révélatrice de leur conception d'une société juste et équitable, en d'autres termes, de la République qu'ils cherchaient à mettre en place. Pour Gross, qui a étudié d'abord les missions de Saint-Just et plus tard les représentants en mission dans le sud-ouest de la France, les missionnaires étaient porteurs d'un projet qu'il appelle l'égalitarisme jacobin. Pour ma part, je n'aime pas trop le découplage du terme de jacobin de son contexte original qui désigne spécifiquement les sociétés des amis de la Constitution, puis de la liberté et de l'égalité, parce que je trouve que c'est un peu vague. Cependant, on comprend pourquoi Gross l'a choisi, quand on voit que pour lui, malgré les divisions, la Convention était porteuse d'un consensus selon lequel la République à fonder devait être caractérisée par un partage non pas égal, mais ce que les députés considéraient comme équitable des richesses, où tous auraient droit au moins au minimum vital, voire un peu plus,
afin d'assurer la paix dans la grande famille qu'était la société et la dignité nécessaire à chacun pour exercer ses droits de citoyen. Les représentants en mission ne sont pas les seuls acteurs de cette histoire chez Gross, mais ils y sont fondamentaux. Gross évoque plusieurs domaines dans lesquels l'impulsion des représentants a été fondamentale dans les débuts d'une mise en œuvre de ce projet, des mesures pour assurer à tous des subsistances, des mesures de réforme agraire, que la Convention a bien voté malgré son décret de la peine capitale contre quiconque proposerait une loi agraire pour des raisons dans lesquelles je n'ai pas le temps d'entrer. Des expériences avec l'impôt progressif, des mesures regardant les droits de travailleurs, notamment avec l'abolition de la domesticité, sans parler de l'esclavage, et les mesures instituées au sein des ateliers publics, la bienfaisance publique envers les familles des soldats ou envers les indigents. Enfin, les efforts des représentants pour établir l'éducation publique, tant par l'établissement des écoles primaires, qui devaient désormais être gratuites et obligatoires pour tous, que par les fêtes. J'ai quelques exemples. Là, je vais essayer d'être rapide. Là c'est un exemple de deux arrêtés de Saint-Just et Le Bas lors de leur mission aux armées réunies. Ils sont à Strasbourg à ce moment-là. Et comme on voit, c'est très intéressant pour deux raisons. D'abord, on a des réquisitions en faveur des soldats et des indigents qui mettent les riches de Strasbourg à contribution plus particulièrement. Et ensuite, c'est intéressant parce que, comme on le voit, c'est traduit en allemand et c'était une pratique assez courante et assez nécessaire dans beaucoup de régions où une majorité de la population ne parlait pas français. Voilà. Si Gross ne nie pas les dérives de certains, pour lui, tout cela renvoie surtout à des ères de terreur dure, comme on a vu, où les antagonismes ont été trop grands pour réaliser des réformes positives. En revanche, il souligne que de telles régions coexistaient avec des ères de terreur douce. Le travail de Gross a été d'une très grande inspiration pour moi quand j'ai choisi de faire ma propre thèse sur un représentant en mission. Et j'ai pu confirmer chez celui que j'ai étudié, Prior Lannard, et ses collègues de mission, quelques-unes des conclusions de Gross. Les représentants en mission n'étaient pas totalement accaparés par la guerre et la répression, et ils tâchaient effectivement de prendre des mesures pour fonder une société, entre autres plus égalitaire, lorsque l'occasion se présentait. Cependant, en étudiant le cas de Prior, j'ai trouvé quelques points à critiquer, ou du moins à nuancer chez Gross, et sur d'autres points, je crois avoir réussi à aller un peu plus loin que lui. D'abord, si je ne nie pas que les Brissotins et les Montagnards avaient certains points communs, ma recherche confirme quand même des divergences assez profondes entre ces deux tendances, assez profondes pour que je crois pouvoir affirmer que non, ce qui les divisait ne peut pas être réduit à des querelles de personnes, mais que sous le nom de République, ces deux groupes étaient porteurs de deux projets de société incompatibles sur bien des points. Outre le manque de consensus chez les Brissotins sur l'importance du droit naturel, qui était essentiel chez les Montagnards, on peut citer les divergences sur la nature de la représentation, les rapports entre le législatif et l'exécutif, les possibilités et les limites des politiques économiques et sociales, et l'admissibilité et le rôle des mesures extraordinaires. Pour Gross, tous les conventionnels étaient paternalistes et tous croyaient au droit à la subsistance et au travail, mais j'ai vu le paternalisme beaucoup plus chez les Brissotins, il faut bien le dire. À la limite, les représentants sont les pères du peuple, chez les uns et les autres, mais c'est surtout chez les Brissotins qu'on voit une rhétorique des riches qui seraient les pères des pauvres. Et le libéralisme économique promu par les Brissotins s'est fréquemment montré incompatible avec un droit à la subsistance ou à un travail digne. Je pense que l'analyse de Gross est en partie due à sa propre condamnation de toute contrainte,
Parce que pour lui, les mesures comme le maximum, l'emprunt forcé ou des réquisitions qui étaient prises par ou appliquées sous la surveillance des représentants en mission étaient forcément illégitimes et vouées à l'échec. On peut discuter de la signification profonde de telles mesures, puisqu'elles étaient extraordinaires. On a souvent allégué à tort ou à raison qu'elles ne peuvent rien nous dire sur l'idéologie montagnarde. Les montagnards auraient été prêts à prendre de telles mesures simplement parce qu'ils étaient plus pragmatiques que les Bressotins, mais par ailleurs, ils partageaient une même idéologie. Pour ma part, je trouve que cette identité de vue est un peu une supposition gratuite, et qu'au contraire, le fait même que les montagnards étaient prêts à prendre de telles mesures indique qu'un droit à la subsistance, au juste prix, pouvait passer pour eux devant la liberté du marché, même si cela n'est pas incompatible avec, par exemple, la conscience qu'ils avaient de leur besoin du soutien du mouvement populaire, qui considérait ce droit comme fondamental. Si les montagnards avaient été des libéraux économiques purs et durs, cela aurait été impensable, comme ça l'était pour Roland, par exemple. Même provisoirement, et comme beaucoup d'autres gouvernements d'exception l'ont montré, il y a toujours d'autres façons de faire, moins respectueuses des principes que les montagnards et le mouvement populaire mettaient en avant. Mais Gross va même plus loin dans sa critique. Pour lui, la moindre coercition est condamnable. Il a le droit de le croire, bien entendu. Mais force est de constater que la plupart des représentants de mission n'auraient pas partagé son point de vue, pour la simple raison qu'il puisait dans la tradition républicaine l'idée que l'obéissance à une loi juste, adoptée par le peuple ou ses représentants, n'enfreint pas la liberté, au contraire, elle est sa seule garantie. Gross n'a pas tort de penser que globalement, la Convention préférait la persuasion et le volontariat à la force. On le voit dans beaucoup de domaines, depuis le recrutement, où on ne passait à la réquisition qu'à partir du moment où il n'y avait pas assez de volontaires, à l'idée que l'éducation était la seule véritable solution aux résistances antirévolutionnaires. On remarquera aussi que c'est la société qui doit la bienfaisance aux indigents et non pas l'État. À part le fait qu'avec la décentralisation administrative, on n'applique pas vraiment la même notion d'État que nous aujourd'hui, pour les conventionnels, l'adoption par un particulier d'un orphelin ou d'un vieillard sans soutien valait une aide institutionnalisée comme les pensions du livre de la bienfaisance, au point où ces adoptions étaient un moyen d'obtenir la citoyenneté française d'après la Constitution de 1793. Ceci dit, ce n'est pas parce que les représentants en mission accueillaient des dons patriotiques qui considéraient comme une dérive illégitime le fait d'obliger les citoyens, dont en premier lieu les plus riches, à payer leurs impôts. L'un n'empêche pas l'autre. L'emploi de la force au service du droit était tout ce qu'il y avait de plus légitime à leurs yeux. D'ailleurs, c'est là où j'ai pu aller plus loin que Gross dans ma recherche. Il est incontestable qu'il y a eu des régions de la France qui ont été à peine touchées par la répression en l'an 2 et que dans ces régions, les représentants avaient tout loisir pour prendre ce que j'appelle des mesures pour fonder au lieu des mesures pour défendre la République. Il est vrai aussi qu'il y avait des régions de guerre civile ouvertes, comme le cœur de la Vendée militaire par exemple, où les logiques de guerre civile ont emporté sur tout. Cependant, la dichotomie entre terreur dure et terreur douce, même mis à part des travaux récents démontrant le caractère construit et a posteriori de la terreur, est trop noir et blanc. Prieur de la Marne, par exemple, a été envoyé dans des régions peu tranquilles, notamment en Bretagne au moment de la chouannerie. Il a souvent été obligé de prendre pour priorité des mesures de défense et de répression, mais même dans ces régions, j'ai pu constater que d'abord, ça ne l'a pas empêché de prendre d'autres types de mesures, notamment dans les domaines d'éducation, de la bienfaisance et de l'application du maximum, tant pour les consommateurs civils que pour les achats militaires. Ensuite, que les mesures même de répression et de défense n'étaient pas n'importe lesquelles.
Mathieu a déjà constaté il y a plus de 100 ans que la façon de mener la guerre de la Convention a été en tout point contraire à celle que lui, il avait pu observer pendant la Première Guerre mondiale. Au lieu d'un législatif soumis à un exécutif soumis aux militaires, on avait des militaires soumis à l'exécutif civil et les deux au législatif. Et l'on voit dans le cas des représentants en mission à quel point cette originalité a pu avoir un impact sur le terrain. Ainsi, aux armées, les représentants en mission, je l'ai vu chez Prieur, mais d'autres l'ont constaté chez d'autres aussi, garder les généraux sous tutelle, empêchant, moi pour le moment, mais de façon assez efficace, le césarisme et la militarisation de la société malgré la crise généralisée. Prieur et ses collègues ont insisté sur les droits des soldats, qui devaient être soumis à leurs officiers uniquement pour les besoins du service, qui devaient pouvoir élire leurs officiers, exercer plus généralement leurs droits de citoyens, et que leurs familles devaient recevoir les pensions qui leur étaient dues. Les armées elles-mêmes ne devaient pas être approvisionnées par des fournisseurs, dont Prieur et d'autres ont appris et dénoncé rapidement la corruption, mais directement chez les paysans. Et là, on a une recommandation de Prieur à ses collègues à ce propos, ou par des artisans, soit dans leurs propres ateliers, soit dans les ateliers publics. Et ensuite, on a un exemple d'une réquisition des ouvriers, en particulier des cordonniers, pour faire des chaussures pour l'armée. Et ces artisans devaient recevoir un juste salaire qui correspondait à leurs besoins et à leurs compétences. Les ateliers publics, et là ma recherche rejoint celle de Gross, devaient en outre proposer des congés maladie et des heures supplémentaires payées. J'ai un exemple de ces heures supplémentaires diapo 21, là, chez Prieur. Des médecins et des instituteurs salariés devaient être mis à la disposition des ouvriers. Ils devaient avoir des pensions de retraite et même, dans certains cas, il y avait une participation des artisans à la direction des ateliers. Tout cela n'a pas empêché les tensions, bien entendu, notamment par rapport à la discipline imposée dans les ateliers du fait des exigences de l'effort de la guerre. Mais il est quand même très difficile il est quand même très différent comme démarche de ce qu'on a vu lors d'autres guerres. Enfin, la répression même pouvait s'accorder avec les principes défendus par les représentants, ou du moins représenter un moindre mal par rapport à ces principes. Pour les représentants montagnards, réprimer la contre-révolution était légitime, à la fois parce que les contre-révolutionnaires avaient violé eux-mêmes la réciprocité des droits en essayant de détruire la République, qui était le seul cadre possible pour l'exercice de ces droits, selon eux, mais aussi par nécessité, suivant l'adage salus populi suprema lex, le salut du peuple et la suprême loi. L'usage de la catégorie de suspect était plus ambigu, en ce que par définition les suspects n'étaient prévenus de rien. Cependant, même dans ce cas, il ne s'agit pas uniquement d'une violation pure et simple de principe, ce n'est pas quelque chose de gratuit, mais il pouvait être vu par les représentants comme une entorse à un principe pour la défense d'autres. D'ailleurs, on voit aussi une tendance croissante au fil de l'an 2 à mieux encadrer ce genre de mesures. Et on voit ça dans un arrêté de Prieur de la Marne, encore une fois, du premier Ventose, où il demande les raisons des arrestations, et donc il essaie de réduire un peu l'arbitraire. Voilà. Donc, contrairement à ce que Gross affirme, c'était les représentants qui laissaient les administrateurs dits fédéralistes à des postes de responsabilité qui agissaient arbitrairement, du moins par rapport à la loi, parce que la Convention a décrété que ces administrateurs devaient être destitués et plus tard qu'ils devaient être considérés comme suspects. Et donc emprisonné jusqu'à la paix par mesure de sûreté. Et on a cette loi, c'est le décret du 16 août 1793, et c'est écrit assez explicitement, les représentants ne pourront dans aucun cas et sous aucun prétexte choisir ni conserver aucun des administrateurs ou fonctionnaires publics qui auraient coopéré
ou adhérer à des arrêtés liberticides tendant au fédéralisme et subversifs de l'unité et de l'indivisibilité de la République, etc. Et donc, si l'arbitraire, ça veut dire agir selon ses propres désirs et croyances plutôt que selon la loi, et non juste faire quelque chose que moi personnellement je trouve de mauvais. Voilà, c'est quand même arbitraire d'enfreindre cette loi-là, plus que de destituer ces administrateurs. Bref, la Convention a décrété que ces administrateurs devaient être destitués, et donc les destituer n'était pas une simple lubie de la part des représentants qui l'ont pratiqué, mais plus que cela, quelqu'un comme Prieur de la Marne en particulier a mis l'emphase sur l'exécution sélective de la loi par ses administrateurs, et notamment des réformes révolutionnaires qui pouvaient être assez importantes, notamment il parle des administrateurs dont les registres sont pratiquement vides, alors que on venait de décréter, par exemple, enfin l'abolition des droits seigneuriaux, qui, contrairement à ce qu'on croit souvent, n'ont pas été abolis en 1789, mais qui ont dû attendre le 17 juillet 1793. Bref. Prieur, en particulier, a également employé des mesures répressives à Brest et à Lorient contre les lobbyistes esclavagistes arrivés des colonies. Et là, on a encore un exemple, c'est le diapo numéro 24. Et on peut penser que si certains de ces arrêtés, dans ce cadre-là, de répression du lobby esclavagiste, ont pu être pris dans le cadre du décret sur les suspects, pour un représentant comme Prieur, l'efficacité de la lutte pour maintenir l'abolition de l'esclavage pouvait primer sur la liberté des esclavagistes. Donc, pour conclure, je veux qu'on soit clair sur une chose. Autant les représentants en mission constituaient une institution extraordinaire, autant leur action était extraordinaire. Jamais ils n'ont pris la place des administrateurs sur le terrain. Les mesures qu'ils ont prises étaient largement celles que les administrateurs n'ont pas pu ou n'ont pas voulu prendre, ou encore celles qui relevaient directement de la surveillance tant des administrateurs que des commissaires de l'exécutif ou encore des militaires. Malgré la révolte départementale de l'été 1793, dans la plupart des cas, les représentants travaillaient de concert avec les autorités constituées sur le terrain, en plus de se situer en intermédiaire entre administrés et administrateurs, comme entre le peuple sur place en général et la Convention. Si les représentants n'étaient pas de petits despotes par rapport à leur pouvoir, ils ne l'étaient pas non plus au sens où la plupart des mesures continuaient à être prises par les municipalités, les districts, les départements, même si le rôle de ceux-ci en particulier a été réduit en l'an 2, révolte départementale oblige. Les juges de paix, les tribunaux ordinaires et extraordinaires, etc., toutes ces instances ont continué à fonctionner. Les représentants ne faisaient absolument pas tout sur le terrain. Même en ce qui concerne les mesures extraordinaires, c'est souvent les administrateurs que les représentants autorisaient à les prendre. Et si on ne voit pas les représentants dans tel endroit prendre telle mesure, c'est souvent qu'ils ont été dévancés par les administrateurs. Ainsi, l'institution d'un pain d'égalité ou de l'égalité par lesquels les boulangers étaient tenus de vendre qu'un seul type de pain, mélangeant le pain blanc des riches avec le pain bis des pauvres, Gross a cru pouvoir attribuer ce type de mesure à l'initiative de seulement quelques représentants comme Rome ou Fouché, mais il s'avère que cette mesure a été beaucoup plus répandue, qu'on utilise le nom de pain d'égalité. La mesure a notamment déjà été mise en place par la municipalité d'Orléans
dès 1792 ou par le département du Morbihan avant l'arrivée de Prieur de la Marne. Elle est par ailleurs évoquée par l'instruction du comité de salut public du 7 mai 1793, et là c'est notre diapo 25. Et donc, si certains représentants ont pu abuser leur pouvoir, l'objectif de l'institution, ainsi que son emploi le plus fréquent sur le terrain, consistait bien à surveiller l'exécutif civil et militaire et de prendre des mesures que les représentants croyaient nécessaires et que cet exécutif ne pouvait ou ne voulait pas prendre. De ce fait, même si l'on peut envisager d'autres institutions qui auraient pu prendre leur place, dans les faits, les représentants en mission ont malgré tout été intégraux à la survie de la Première République, et ils sont, en fin de compte, à mon sens, une bonne illustration de l'originalité de celle-ci. Je vous remercie.